Bienvenue dans le Club Action à présent, le Club Action où nous recevons Étienne Gorgeon, gérant obligataire chez Sanso Investment Solutions. Bonjour Étienne Gorgeon. Bonjour Nicolas. Bonjour Étienne. Alors, je vais rappeler des éléments de contexte que certains connaissent, que d'autres suivent peut-être d'un petit peu plus loin. C'est pas une période si simple que ça pour les gérants obligataires. Les taux d'emprunt aux États-Unis et en Europe sont au plus bas, ils continuent de reculer, tandis que l'inflation aux États-Unis en tout cas reste à un niveau élevé, plus 5,4% en juillet, même niveau exactement en juin sur un an, même si le ralentissement par rapport aux derniers mois commence à se faire sentir. Certains arguments plaident pour une inflation conjoncturelle, d'autres pour une inflation structurelle. C'est le débat un peu qu'on a très régulièrement sur différents plateaux télé et entre experts financiers. Et une incertitude plane pour le moment sur un calendrier arrêté de réduction du soutien monétaire de la Fed aux États-Unis. En tout cas, pour le moment, dans quelques heures, ce sera peut-être différent. On aura peut-être un calendrier au symposium de Jackson Hole avec la prise de parole de Jérôme Powell. Tout ça pour dresser un peu le contexte. Qu'est-ce qu'on fait quand on est gérant obligataire ? Est-ce qu'on se dit, finalement, j'attends de voir comment ça va se dérouler, tout ça, ou qu'est-ce qu'on fait ? Quelles sont les décisions qu'on prend ? Vous avez bien introduit le débat, il y a deux questions dans le sujet. Il y a deux questions. La première, c'est pourquoi est-ce que les taux baissent en ce moment, alors que la Réserve fédérale va nous éclairer sur sa réduction de planche à billets, de planche à billets, et que la croissance aux États-Unis est au plus haut. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, effectivement, c'est dans un contexte d'allocation patrimoniale, est-ce qu'on est dans une situation où l'inflation va être passagère, de transition, comme le pense la Réserve fédérale et le marché, ou est-ce qu'il y a un risque qu'elle soit beaucoup plus structurelle ? Donc ces deux sujets, il y en a un qui est un peu plus de moyen terme, et l'autre qui est plus la thématique du moment, celui pourquoi les taux sont si bas en ce moment. Ouais. Étienne, est-ce qu'on peut répondre à la première là, du coup Alors on va répondre à la première. Structurelle ou transition. La première chose pour bien comprendre, c'est pourquoi il y a un débat. C'est pas la première fois que l'inflation remonte dans une phase de reprise économique. La première chose, c'est que c'est la première fois depuis 30 ans. 30 ans, ça fait long quand même. Oui, bien sûr. 30 ans que l'inflation cœur ou corps, c'est-à-dire on retire les variables comme l'énergie et les denrées alimentaires. C'est la première fois qu'elle est aussi haute. Donc on est obligé de se dire tiens, il se passe quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis extrêmement longtemps. La deuxième chose, c'est qu'on est dans un environnement où la croissance américaine est assez élevée. C'est-à-dire que le patient n'est pas vraiment malade ou n'est plus vraiment malade. Et dans le même moment, on est en train de mettre une charge. Le mot est pesé. On est en train de mettre une charge sur ce patient en termes de stimulus budgétaire qui correspond à 20 points de PIB américains, c'est-à-dire 2 fois ce qui avait été fait en 2008 et jamais testé en temps de paix. C'est D'accord, qu'on a plutôt vu en temps de guerre. Et donc, si vous voulez, on est obligé de se poser la question, mais est-ce qu'on n'est pas en train d'en faire beaucoup trop, comme le pense Larry Summers, économiquement, et qu'en fait, on est en train de réveiller l'ours qui dormait bien gentiment dans sa tanière, l'ours de l'inflation. Est-ce qu'on n'est pas en train de le titiller ? Est-ce qu'on n'est pas en train de... Et donc, le débat est vraiment là. Une chose est sûre, c'est qu'on ne peut pas trancher pour l'instant. Ce qu'on peut voir, c'est que ça fait 4 mois désormais que l'inflation cœur, c'est celle-là qu'il faut regarder, est au plus haut. 4 mois, ça commence à être une inflation de transition, mais qui dure. Oui, une transition qui n'est pas si passagère que ça. Et une autre chose qui, à mon avis, est probablement le message principal qu'on souhaite passer, nous, chez Sanso, c'est de dire, vous êtes prêts à une inflation de transition. Tout le monde est prêt, c'est le consensus de marché. Il n'y a pas grand-chose à changer dans vos allocations. Cependant, et ceci n'est pas petit, il y a une probabilité que cette inflation structurelle, cette probabilité augmente, on ne peut pas l'ignorer. Si cette inflation devait devenir structurelle, alors attention, parce que c'est des constructions de portefeuille qui n'ont absolument rien à voir avec celles qui sont en ce moment. Ça aurait des implications assez fortes en termes plutôt des marchés un peu compliqués, voire très compliqués. Et c'est ça le débat, c'est soyez prêts au cas où. Ça, c'est la deuxième question, parce que quel serait l'impact justement d'une inflation structurelle sur les portefeuilles ? En fait, tout ce que vous avez connu, va falloir revenir dans les années 70. Donc un environnement qui est très peu porteur pour tous les marchés, que ce soit obligataire ou actions, ce qui veut dire que dans la majorité des cas, vous allez probablement perdre de l'argent. Donc il faut simplement être prêt parce que depuis, on a appris pas mal de choses, on a des nouveaux instruments. Donc il y a des façons de se prémunir et même de gagner de l'argent. Avec des fonds qui peuvent se protéger contre les baisses de marché en utilisant des dérivés. Sur la partie obligataire, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs dans nos fonds, c'est réduire les maturités moyennes
plus c'est long, plus vous êtes exposé à des augmentations de taux ou une inflation assez forte. Bien sûr. Donc, il faut avoir des fonds assez courts en maturité moyenne. Vous pouvez sortir des performances positives. Ce que vous avez, vous, des Ce fonds qu'on a courts. fait exactement, parce que ça coûtait rien de le faire, de se protéger, donc c'était une opportunité. Et puis, vous avez des instruments comme les indexés d'inflation, les taux variables, ça devient très technique, mais quand on a un tout petit peu de bouteille et qu'on a vu certains environnements, il y a matière à se protéger. Mais le message, c'est vous n'êtes pas obligatoirement prêt, réfléchissez-y. Il y a des constructions de portefeuille simplement à préparer au cas où cette inflation devait vraiment... Vous n'êtes pas obligatoirement prêt, vous les épargnants, vous n'êtes pas obligatoirement prêt à l'environnement actuel, c'est ce que vous nous dites? C'est ce que moi je vois dans les allocations, c'est-à-dire que moi en tant qu'investisseur et que je réobligataire... Ah oui, les produits que vous avez aujourd'hui ne sont pas prêts à l'environnement. Non, ce que je vois, c'est que les investisseurs pensent que l'inflation n'est pas structurelle et de transition, et donc ils ont plutôt des portefeuilles, et c'est plutôt une bonne chose, qui sont orientés pour gagner, pour générer de la performance en s'attendant à ce que les marchés montent. Sauf que si cette inflation devenait structurelle, très mauvaise nouvelle pour les marchés devraient devenir baissiers. Les banques centrales devraient augmenter les taux, marché qui n'a rien à voir avec celui dans lequel on est. Et là, ça implique des constructions de portefeuilles radicalement différentes. Et encore une fois, le seul message que nous on souhaite passer, c'est vous savez gérer un environnement non inflationniste ou faiblement inflationniste. Attention, soyez prêts au cas où. Il y a des choses à faire. On n'est pas obligé de prendre des pertes. On peut se préparer. Voilà le message. Alors, il y a le au cas où. Je me suis amusé, on s'est amusé d'ailleurs avant cette émission à regarder un peu les arguments de part et d'autre. Inflation conjoncturelle, inflation structurelle. Vous avez, vous, déjà une position sur le sujet? Alors, il y a l'argument favorable à une inflation structurelle, c'est celui de Larry Summers, et il est très bien fait. C'est normalement, vous devez générer un déficit budgétaire qui est en phase avec votre baisse de PIB. Or, il n'y a plus de baisse de PIB. On a récupéré aux États-Unis les plus hauts, on a dépassé les plus hauts, et on est en train toujours de mettre une charge, pardon, le mot est un peu fort, mais voulu, de 20 points de PIB, ce qui est encore une fois colossal. Donc, on ne sait. Mais en même temps, les États-Unis ne pouvaient pas faire autrement. En fait, vous pouviez faire beaucoup moins. Logiquement, mais ça n'aurait pas été compris politiquement. Là, je parle. Effectivement, on rentre sur un autre sujet, mais c'est difficile de faire autrement. Et vous voyez, c'est totalement ça le sujet. C'est que l'inflation, ça ne se décrète pas. C'est une conjonction de différents facteurs politiques, économiques, etc. Là, on s'aperçoit que économiquement, on a de l'inflation qui vient de l'action de la Réserve fédérale et des politiques budgétaires, mais on s'aperçoit également aux États-Unis, et c'est important, c'est que le gouvernement démocrate veut de l'inflation. Si vous regardez les les discours de Joe Biden, c'est plus de pouvoir d'achat, c'est plus d'aide, c'est plus de soutien aux syndicats. Donc vous nous dites qu'on est en train de la rendre structurelle. On est en train de tout faire. On bascule dans un monde qu'on n'avait pas vu depuis 68-70. Un monde dans lequel il y avait structurellement beaucoup plus d'inflation. Est-ce que ça veut dire qu'on va réussir? Est-ce qu'ils vont réussir à faire cela? Et est-ce qu'ils vraiment ils le veulent au passage? Parce que je ne pense pas qu'ils mesurent exactement ça. Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, clairement, il y a une volonté politique pour changer de paradigme. Et ce paradigme est probablement plus inflationniste potentiellement. Comment vous vous adaptez, vous, Étienne? Qu'est-ce que vous faites dans votre gestion? Est-ce que vous mettez des couvertures? Bon, ce sont des fonds courts, on l'a dit. Ouais. Donc vous êtes déjà assez protégé. En fait, la première chose qu'on a faite, c'était de dire, est-ce qu'on peut préparer au cas où sans que ça coûte en termes de performance? Parce que pour l'instant, il faut aller capter de la performance. Les marchés sont porteurs, donc il faut plutôt aller chercher de la performance. Donc on sait, ce qu'on a fait, qui est tout simple, c'est on achète des instruments qui sont dans notre monde assez connus, des taux variables. C'est que si les taux remontent, vous savez que si les taux montent, les prix baissent. Bien sûr. Donc, il y a un instrument obligataire pour lequel ça ne se passe pas comme ça, ce sont ce qu'on appelle les taux variables. Quand les taux montent, ça se répercute sur le coupon et vous gagnez de l'argent. Et donc, on a réduit la maturité moyenne. Plus les fonds sont longs en maturité, plus ils sont exposés aux variations de taux. Et on a on a augmenté la proportion de taux variables. Et effectivement, on est prêt. C'est-à-dire qu'on sait exactement ce qu'il faut faire si on s'aperçoit que cette probabilité d'inflation structurelle augmente encore plus. Et là, ça sera des dérivés, ça sera plus de cash, ça sera d'autres instruments. Pour l'instant, donc on se prépare en fait. Voilà, on se prépare. On est à une étape où on s'est dit, on a quelques ajustements qui ne coûtent rien, qui ne nous empêchent pas de continuer à faire de la performance, à générer de la performance, mais qui, au cas où, commencent déjà, nous protégeraient.
Voilà. Très très rapidement, il nous reste quelques secondes. Quelles sont vos attentes avant le discours de Jérôme Powell à Jackson Hole cet après-midi? Eh ben, c'est vrai que les attentes sont à la fois assez élevées et bien pilotées. Pilotées dans le sens où on sait que les principaux membres de la Réserve fédérale veulent réduire le rythme de la planche à billets, donc des rachats d'actifs, ça on le sait. La question, c'est plutôt novembre, fin de l'année. On savait qu'ils s'étaient plutôt préparés pour l'année prochaine. Là, ça sera probablement quelque part en novembre-décembre. Donc on aura quelques éclaircissements. L'autre sujet, c'est que le bilan de la Fed est énorme, désormais. Il est passé de 4 000 milliards à 8 000 milliards. Et que même s'ils s'arrêtent de racheter ou s'ils commencent à réduire ce volume d'actifs, ils ont expliqué qu'en fait, le bilan... Donc toutes les échéances, les tombées de coupons, c'est de l'argent qui arrive, ils vont continuer à les réinvestir. Donc même en réalité, si la Réserve fédérale réduit son volume d'actifs d'achat sur les marchés, en fait, elle va quand même continuer à un rythme qui reste relativement soutenu. Donc qui reste accommodant finalement pour les marchés. Exactement. Donc voilà, on voudrait des éclaircissements. On s'attend à des éclaircissements sur ce sujet. On attend des éclaircissements. Merci beaucoup Étienne Gorgeon de nous avoir détaillé cette situation un peu complexe de l'inflation à comprendre pour les investisseurs. Je rappelle que vous êtes gérant obligataire chez Sanso Investment Solutions. Merci à vous également de nous suivre. On se retrouve tout de suite dans le Club Expert.